Salut à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de la crypto décryptée. Vous savez, c'est le talk show avec CoinShares où on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur les cryptos pour pouvoir investir en toute connaissance de cause. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce nouveau numéro Jérémy Lebescon, editorial manager chez CoinShares. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent. Bon, alors au programme de ce nouveau numéro, on va bien sûr vous parler dans une première partie des flux et puis on fera un match, entre Bitcoin et Ethereum. On regardera les caractéristiques des deux cryptos, leurs différences et puis on verra comment on peut s'exposer, investir concrètement sur ces deux actifs. Et puis on vous parlera aussi dans le glossaire une petite définition sur le smart contract. Vous voyez, le programme est riche et tout de suite on commence avec les flux. Et je le disais, on commence par les flux sur le mois écoulé, sur le mois de mars. Comment ça s'est passé ? Alors le contexte de marché est resté hyper volatile. En revanche, sur le cours des cryptos, et notamment sur le cours de Bitcoin, on a le sentiment qu'on a trouvé un plancher, en tout cas que ça s'est stabilisé. Un point de stabilisation, ouais. En effet, on avait assisté à une phase de décollecte sur les 2 premiers mois, que ce soit janvier ou encore février, c'était plutôt maussade. Et en revanche, depuis le mois de mars, ça s'améliore, notamment au niveau des actifs numériques et plus particulièrement au niveau de Bitcoin. Depuis le début de l'année, on a à peu près 1 milliard de collectes, 1 milliard de dollars, tandis que sur le mois de mars, on a 1,5 milliard de collectes. Donc c'est bien le mois de mars sur ce mois-là que ça s'est fait. Ouais. En effet, la plupart des collectes qui se reflètent plus particulièrement sur le territoire américain, qui concentre la plupart des flux des actifs numériques. Oui. Encore une fois, plutôt sur le niveau de Bitcoin, mais aussi un peu d'Ether et surtout des altcoins comme Solana ou encore XRP. Ce qui est relativement étonnant, c'est qu'il y a aussi une phase de collecte, notamment au niveau du territoire asiatique et plus particulièrement au niveau de Hong Kong. Ça collecte un petit peu en Allemagne sur le mois de mars, mais c'est beaucoup plus timide que depuis le début de l'année. On sait que l'Allemagne avait concentré tout simplement la majorité des collectes et des entrées sur le territoire européen. Depuis le mois de mars, depuis le 1er mars, on est plutôt à 2 millions de dollars. Et puis en France, cela reste relativement timide, mais c'est toujours positif, avec environ 700 000 euros d'entrée et de collecte. C'est la Suisse qui déçoit un petit peu depuis le début du mois avec une petite décollecte. Néanmoins, l'Allemagne et la Suisse concentrent tout simplement à L2 à peu près 500 millions de dollars de collecte. Donc ça reste depuis le début de l'année des territoires qui sont plutôt en flux positif et qui concentrent encore une fois la majorité de l'activité et des collectes sur le territoire européen. Jérémy, si on revient sur l'Asie, notamment sur Hong Kong, on sait ce qui explique cet accroissement, cette progression ? Les ETP asiatiques ont toujours été relativement timides. Les ETP et les ETN à Hong Kong. Néanmoins, on sait que là, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'instabilité sur le territoire macro. Et Bitcoin, finalement, avait enregistré depuis le début du mois de janvier, depuis le mois de décembre, à peu près une perte de 50% de sa valeur. Donc, on arrive sur des points d'entrée qui sont relativement intéressants. Et comme l'or, il y a une spéculation assez singulière depuis, là aussi, sur les derniers mois. Voilà, il y a eu beaucoup de volatilité. Bitcoin, aujourd'hui, en comparaison, était un petit peu en retrait et représente un actif sur lequel il est relativement intéressant de s'exposer dans ce contexte-là. Bon, c'est compliqué. On est vraiment dans un environnement volatile. Merci pour les flux. Et maintenant, on va s'intéresser à notre sujet du jour, le match entre Bitcoin et Ethereum. Bon, c'est quoi ? On peut le dire, ce sont les deux principales cryptos au monde, Bitcoin et Ethereum. C'est ça ? On a le droit de le dire. Bitcoin et Ethereum sont les deux plus grosses capitalisations boursières dans le territoire, sur le secteur des actifs numériques. En effet, Bitcoin étant la première, Ethereum ayant suivi quelques années plus tard. Bon, sauf qu'on connaît plutôt bien le premier, une partie de sa mythologie, de son créateur, un petit peu là aussi mythique, à son fonctionnement. En tout cas, pour le grand public, beaucoup moins la seconde. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur leurs caractéristiques, leur façon de fonctionner ? Alors, tu as parlé de match en préambule. En fait, on ne peut pas vraiment parler de match. C'est plutôt des matchs de communauté et de puristes. Néanmoins, on regardera par la suite, ces deux actifs n'ont pas vraiment grand-chose à voir. En fait, ça serait un peu comme comparer, vous savez, Fortnite et Microsoft Excel. Carrément. À chaque fois, on met les crypto-monnaies dans la même catégorie. Bitcoin et Ethereum sont deux crypto-monnaies. Pour autant, elles s'appuient sur une même technologie. Open blockchain,
c'est ça? La blockchain, mais Ouais. en revanche, elles n'ont pas grand-chose à voir. Microsoft et Fortnite sont deux logiciels, mais ils n'ont pas grand-chose à voir. Il y en a un qui traite des données, il y en a un autre qui est un jeu Il y en a vidéo. qui est plus fun que Voilà. l'autre. Il y en a un qui est un peu plus fun que l'autre. En effet, c'est un petit peu le cas sur Bitcoin et Ethereum. Ce sont deux crypto-monnaies et pourtant elles n'ont pas les mêmes usages. Bitcoin est donc la première des crypto-monnaies, née en 2009. Alors son ses créateurs sont pseudonymes. On ne sait pas si c'était un seul individu ou un groupe d'individus Ça ou reste un un groupe de mystère développeurs, encore aujourd'hui, ça. donc caché sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Ouais. Tandis que pour Ethereum, le fondateur, le créateur est connu, c'est Vitalik Buterin, qui s'est entouré d'ailleurs aussi d'une équipe de développeurs et de commerciaux, de gens de la finance autour de lui. Donc ça change aussi les manières tout simplement d'avoir conçu. Parce que lui, il peut s'exprimer sur Lui peut Ethereum. s'exprimer, il y a un personnage qui est public, qui Ouais. est bien identifié, et ce qui est très apprécié du côté de Bitcoin, puisque finalement il n'y a personne sur lequel se retourner, et finalement Bitcoin a été offert à la communauté. Ouais. Là, il y a un point de friction potentiel, Ouais. un point humain qui existe chez Ethereum. Pour autant, cela reste relativement important, puisque Vitalik Buterin reste impliqué dans la communauté Ethereum. Du coup, c'est bien ou c'est pas bien qu'il puisse parler sur un peu la stratégie, j'ai envie de te dire, de la crypto? Encore une fois, comme ce sont deux cryptoactifs différents, autant Ouais. c'est très bien pour Bitcoin puisque c'est la première et c'est peut-être vraiment parfait pour le secteur des cryptoactifs que la première des crypto-monnaies ait été inventée par quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. Ouais. Autant par la suite, c'est beaucoup moins dérangeant pour les successeurs ou pour les autres cryptoactifs Parce d'avoir que des le chemin personnages était qui les pavé. représentent. Voilà. Alors attends, dans les autres différences, moi il y en a une pour le coup, je suis pas autant expert que toi, mais que j'ai bien retenu, c'est le proof of work d'un côté, donc il faut miner, hein, c'est ça c'est Bitcoin, et le proof of stake de l'autre. Peut-être explique-nous ce concept, même si on en a déjà parlé, et en quoi justement c'est peut-être une différence de philosophie assez majeure. Alors là, lorsqu'on parle de ces protocoles, ce sont des protocoles, donc c'est de cette manière-là que ces deux cryptoactifs sont finalement produits, mais Oui. c'est aussi de cette manière-là dont ils sont sécurisés. En fait, ce sont des consensus, des méthodes de consensus. Le protocole Bitcoin s'appuie sur la proof of work, donc la preuve de travail. Et c'est-à-dire que c'est un protocole qui utilise des ressources énergétiques, des ressources informatiques et donc indirectement des ressources énergétiques, tout simplement pour sécuriser son réseau. Tandis que pour Ethereum, on s'appuie sur la preuve d'enjeu et donc les validateurs, eux, mettent sous séquestre leurs propres jetons, leurs propres crypto-actifs afin de verrouiller et de valider les transactions et de sécuriser l'ensemble du réseau. Donc ce sont deux méthodes différentes. Il y a des mineurs un petit peu à l'image des mineurs d'or pour le Bitcoin. Donc encore une fois, c'est relativement énergivore, mais c'est aujourd'hui peut-être la méthode la plus sécurisée, en tout cas le réseau le plus sécurisé. C'est très cher d'attaquer le protocole Bitcoin, même pour un État, tandis que pour Ethereum, voilà, c'est un processus qui est beaucoup moins énergivore. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'Ethereum est plus écolo que Bitcoin du coup? C'est ce que j'entends parfois. On peut le dire, en tout cas, c'est beaucoup moins énergivore. Oui. Ça, c'est une certitude. Ethereum consomme à peu près à 99% de moins d'énergie que Bitcoin. Néanmoins, il faut savoir que les ressources demandées par Bitcoin ont convaincu certaines entreprises tout simplement de s'appuyer sur l'énergie solaire, par exemple, sur des méthodes d'énergie de production beaucoup plus douces que les centrales à charbon qu'on a pu entendre par le passé, notamment en Chine. Et finalement, les mineurs Bitcoin fermes de cartes graphiques voilà, qui sont en train de ont parfois incité à tout simplement s'appuyer sur l'énergie solaire, sur des énergies renouvelables. En fait, les mineurs Bitcoin vont là où l'énergie est la moins chère. Au Texas, cela a permis justement d'installer de nouvelles centrales solaires. Donc tout n'est pas noir non plus dans l'utilisation d'énergie de Bitcoin. L'autre grande caractéristique, l'autre grande différence, c'est l'émission. C'est-à-dire que c'est limité pour Bitcoin et c'est théoriquement infini pour Ethereum. On pourrait se dire, du coup, on a quand même peut-être cette réserve de valeur avec Bitcoin parce qu'on sait que le nombre est défini à l'avance, alors que finalement, c'est moins le cas avec Ethereum. Il y a un maximum d'unités pour Bitcoin. 21 millions, c'est ça? 21 millions. Oui. Le dernier Bitcoin sera miné à peu près en 2140. Voilà, ce sont un peu les estimations. Et en effet, on ne pourra pas aller au-dessus. Voilà, c'est le cap maximum. Et on estime d'ailleurs qu'il y a à peu près 1 million, 2 millions, voire peut-être même 3 millions de Bitcoins qui ont été perdus dans des clés privées par des propriétaires, soit des propriétaires qui sont morts, soit des clés qui se sont perdues. Sur des vieux PC qu'on finit à la décharge. Exactement, tandis que pour Ethereum, en effet, il n'y a pas de cap maximum. Alors, il y a un mécanisme déflationniste qui permet à la blockchain Ethereum de
consommer de l'Ether. Enfin, parce que si c'est infini, c'est forcément inflationniste cette histoire. Détruire des jetons au fur et à mesure que ça, en fonction de l'utilisation de son réseau. Donc plus il y a d'activités, plus il y a de transactions, plus il y a de programmes qui sont construits sur Ethereum, plus ça détruit finalement indirectement aussi un peu d'Ether. Donc ça contribue aussi à ralentir en tout cas l'émission d'Ether. Mais pour le moment, la blockchain Ethereum reste inflationniste en effet. Il y avait quelque chose aussi sur la... Tu le disais, je reprends ta comparaison Fortnite Excel d'un côté. Vraiment au niveau fondamental, on en parlait avant, il y a quelque chose de fondamentalement différent sur l'usage potentiellement de Bitcoin et Ethereum. Lorsque Bitcoin a été inventé, donc en 2008 avec le livre blanc Bitcoin Electronic Cash, ça portait bien son nom. C'était finalement une monnaie électronique transparente de manière à réduire les cas de double dépense et sans autorité centrale en effet. Cet usage-là s'est un petit peu perdu au fil du temps et en effet Bitcoin s'est davantage transformé en réserve de valeur, même s'il y a des cas où Bitcoin reste utilisé justement pour des transferts, alors beaucoup moins dans le quotidien, mais pour des gros transferts d'argent, puisque c'est d'ailleurs la blockchain la plus sécurisée. On peut transférer très facilement des centaines de millions de dollars pour une fraction de dollars. C'est possible avec Bitcoin. Pour la blockchain Ethereum, son cas est beaucoup plus celui tout simplement d'une sorte de système d'exploitation décentralisé cette fois. On va parler presque d'ordinateur mondial, c'est-à-dire qu'il est possible de créer des applications sur la blockchain Ethereum et c'est avant tout son usage principal. On pourra aussi payer de manière ponctuelle en Ethereum. C'est beaucoup plus un aspect de programmation. C'est un réseau programmable sur lequel on construit des applications financières, des applications de jeux vidéo, des applications monétaires aussi. Mais c'est avant tout une blockchain sur laquelle on programme. Est-ce que ça veut dire aussi, et on va y venir bien sûr sur la façon dont on peut s'exposer à ces deux actifs, qu'ils n'ont pas forcément la même place au sein des portefeuilles des investisseurs ? Ils n'ont pas la même place, mais ils ne sont pas incompatibles. Leur présence au sein d'un portefeuille n'est pas redondante. On le verra d'ailleurs, puisque lorsqu'on met du Bitcoin, on met un petit peu de volatilité, beaucoup plus que dans un portefeuille traditionnel. Lorsqu'on met Ethereum, on rajoute cette volatilité-là, mais comme l'un est décorrélé de l'autre, ils peuvent avoir des atouts complémentaires dans un portefeuille. Du coup, d'un côté, il y a j'avais l'impression avec Bitcoin, un peu l'aspect réserve de valeur, et de l'autre, c'est presque un bac à sable, j'ai envie de dire, numérique, sécurisé, dans lequel tu vas pouvoir faire pas mal de choses au final. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un maximum d'unités pour Bitcoin, donc c'est un actif qui va se faire de plus en plus rare, des millions de Bitcoins se sont perdus, et en effet, même si cet actif de transaction, cette caractéristique qui en fait plutôt une sorte de monnaie électronique, c'est un petit peu perdu dans le temps, aujourd'hui on le compare davantage à un or numérique, qui permet éventuellement de se protéger contre l'inflation de par sa rareté. Alors bien sûr avec de la volatilité intrinsèque, là on a perdu 50%. Oui, c'est pas non plus une ligne droite. C'est pas une ligne droite, mais en tous les cas, par le passé, Bitcoin est toujours revenu à de nouveaux sommets. Ethereum, en effet, se rapproche de quelque chose de beaucoup plus technologique, une valeur tech qu'on pourrait retrouver comme une sorte de Google ou comme une sorte de Microsoft. Comme je vous le dis, c'est un actif programmable, c'est un réseau programmable, donc il faut plutôt le comparer à ce type de valeur-là. Bon, vous l'avez compris, c'était donc pas un match, c'était comme comparer Fortnite à Excel. Moi, je vais rester là-dessus. En tout cas, on va voir dans notre prochaine rubrique le glossaire, à quoi sert un smart contract et pourquoi c'est complètement pertinent avec ce qu'on vient de dire. Alors oui, smart contract, si je devais définir ça, si je devais l'expliquer en français, contrat intelligent. Et ça, tu dis que c'est essentiel pour comprendre comment fonctionne Ethereum. Oui, alors contrat intelligent, finalement, il n'y a pas plus bête qu'un smart contract. Ah, mince, non. Mais c'est de la bonne traduction, Laurent. En effet, un smart contract, c'est en fait un programme autonome qui tout simplement qui s'exécute selon des conditions qui ont été prédéfinies. D'accord. Alors, cela peut marcher par exemple dans le cadre d'une assurance de vol qui vous rembourserait automatiquement, par exemple, si votre avion accuse un retard de plus de 3 heures. Cela peut arriver. J'ai pas de démarche à faire. Vous n'auriez pas à négocier. J'ai pas le formulaire à remplir, bam. À partir du moment où le retard a été enregistré, et bien tout simplement le contrat s'exécute. Voilà, les conditions ont été prédéfinies et vous, vous êtes gagnant, vous n'avez personne. Déjà là, tu m'as convaincu que c'était super. Ouais, ça existe en plus. D'accord. Ça existe, voilà. Et en fait, c'est ce type de programme autonome qui a fait le succès d'Ethereum, puisqu'en effet, il est
possible aujourd'hui, tout simplement de bénéficier d'applications sans le moindre intermédiaire. Je pense à des prêts, par exemple. Voilà, aujourd'hui, on peut contracter un prêt grâce à des applications qui sont en fait des smart contracts. Et là, pour lequel vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. Vous mettez un petit peu d'Ether, par exemple, dans ce smart contract qui vous renvoie, lui, des stablecoins. Donc, on l'avait déjà expliqué. Ce sont des revoir le numéro 2, voilà. qui répliquent la valeur d'un dollar. Et voilà, tout ça sans le moindre intermédiaire. C'est un smart contract et c'est Ethereum, la blockchain Ethereum qui a tout simplement popularisé ce type d'application. Donc tu disais assurance, prêt bancaire, il y a d'autres utilisations, on peut en mettre partout des smart contracts, en tout cas dans beaucoup de cas. On pourrait le penser notamment sur la réception de loyer aussi, etc. Ça existe avec plus ou moins de succès. On peut penser aussi à des cas d'héritage. Voilà. Et encore une fois, des jeux vidéo. C'est-à-dire que si vous faites telle action, vous pouvez être automatiquement récompensé. Alors c'est très coûteux, c'est pas forcément nécessaire pour une blockchain. Les jeux vidéo le font très bien tout seul. Mais voilà, c'est le type d'application qui existe avec les smart contracts. Ça a l'air presque trop beau pour être vrai. Est-ce qu'un smart contract, il est inviolable ou est-ce qu'il peut être piraté, détourné ? Tous les smart contracts ne se ressemblent pas. Voilà, il y a eu des cas très fameux de smart contracts dans lesquels des millions de dollars ont été perdus. C'est aussi ce qui a contribué à la genèse d'Ethereum. C'est aussi un peu ce qui s'est passé peu de temps après la genèse d'Ethereum où un smart contract s'est fait pirater et pour lequel c'était un smart contract qui avait été utilisé pour lever de l'argent et un pirate s'est infiltré et tout simplement... C'est pas rassurant là ce que tu dis. C'est pas rassurant, mais erreur de jeunesse, c'est fini ça maintenant ? C'est pas fini, ça existe toujours, mais comme je l'ai dit, tous les smart contracts ne se ressemblent pas. Donc aujourd'hui, il y a des applications qui sont très connues, qui ont, je veux dire, pignon sur rue, voilà, qui sont régulièrement auditées. Encore une fois, la beauté d'une blockchain, c'est qu'elle est open source, code ouvert. Donc c'est-à-dire qu'il est très facile, comment c'est construit. Voilà, il est très facile généralement d'auditer un smart contract, de déceler tout simplement une vulnérabilité. Et voilà, il y a de moins en moins de smart contracts, en tout cas sur des blockchains populaires qui sont, et notamment sur la blockchain Ethereum, qui sont hackés. Mais il y a des risques. Le risque zéro n'existe absolument pas. C'est deux questions en une pour le béotien que je suis. Est-ce que Ethereum est le seul à pouvoir se targuer de faire des smart contracts plus ou moins compliqués, tu me l'as dit. Et puis, est-ce que je pourrais faire, peut-être c'est une question complètement débile, du smart contract avec Bitcoin ? Alors, Ethereum n'est pas la seule blockchain aujourd'hui à utiliser des smart contracts, tout simplement parce que déjà, Ethereum a inspiré beaucoup d'autres blockchains. Son code est utilisé par des dizaines, voire des centaines d'autres blockchains, donc voilà, qui partagent même les mêmes codes pour les smart contracts. Ah oui, donc au-delà d'Ethereum lui-même, la blockchain a essaimé. Voilà, tout simplement. En revanche, il y a d'autres blockchains dont on a parlé, Solana, qui utilise également des smart contracts, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques qu'Ethereum. Contrairement aux idées reçues, il y a aussi, pour répondre à ta troisième question, il y a aussi des smart contracts sur Bitcoin. Voilà, on le dit jamais, mais en fait, ce sont des smart contracts qui sont beaucoup plus rudimentaires que sur Ethereum, mais qui sont tout à fait utiles. Il faut savoir que l'inventeur du smart contract de la définition, c'est Nick Szabo. C'est un des premiers développeurs sur Bitcoin. Et donc, c'est notamment lui qui a inventé, par exemple, des contrats type multisignature. Alors, je vais la faire courte, mais par exemple, il faut plusieurs personnes pour débloquer de l'argent. Voilà. C'est-à-dire que tu actives une clé, j'active ma clé, une troisième personne active sa clé et ça permet... Comme les codes nucléaires, hein. Voilà. Moins grave. Exactement. Ça permet à plusieurs de valider une transaction. Ça existe sur Bitcoin et donc on peut qualifier ceci d'un smart contract. Et ben voilà, on est un peu plus smart après cette rubrique et puis on va terminer en se demandant comment on peut justement intégrer ces deux cryptos dans sa stratégie d'investissement. Alors on le disait, bah oui, l'un et l'autre ne se ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes fonctions, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Du coup, la question que je me pose en tant qu'investisseur, est-ce qu'il faut en avoir un petit peu des deux ? Est-ce qu'il faut un plus que l'autre ? Comment je fais ma tambouille, monsieur Bescon ? Vous le savez, à Conchir, alors on ne vous donnera pas de conseils. Oui, on ne va pas donner de conseils. Moment, disclaimer, pas de mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on parle d'une allocation, déjà, on recommande toujours, nous, une allocation qui est relativement modique. On parle d'une allocation qui ne dépasse pas les 5%. Là, tu parles au niveau de mon allocation d'actifs globale. Une allocation d'actifs numériques, effet, global. Voilà. Dans un portefeuille 60-40, on peut faire peut-être de la place pour un peu de Bitcoin, entre 1 à 5%. 5% étant l'allocation maximale et optimale, finalement, pour du Bitcoin. Très clair. Après, la question, pardon, parce que du coup, tu me tends la perche. Bien sûr. On dit même qu'au sein de la diversification, il faut de la diversification. Est-ce que, du coup, tu te dis, finalement, dans ces 5%, je vais all-in sur une crypto où je me dis, effectivement, avec des caractéristiques différentes, elles sont peut-être décorrélées, et c'est bien d'avoir un petit peu des deux. C'est
ça aussi la question. À nos yeux, c'est très bien d'avoir un portefeuille qui n'a que du Bitcoin. En tout cas, à côté d'autres actifs traditionnels. D'accord, 5%, bien sûr. c'est très bien. Voilà, c'est très bien déjà d'avoir du Bitcoin. Mais c'est encore mieux, en tous les cas, de s'exposer à d'autres cryptoactifs et plus particulièrement à un cryptoactif comme Ethereum. On le voit avec nos chiffres qui sont des données entre 2020 et 2025. Et encore une fois, les performances de ces années-là pourraient ne jamais se... Ne préjuge pas des performances futures. Exactement, Laurent, tu le dis encore mieux que moi. Mais dans tous les cas, un peu de Bitcoin, 5% de Bitcoin, a toujours surperformé un portefeuille traditionnel sur cette période-là, un rendement annuel d'à peu près 6,8%. Lorsqu'on a d'Ethereum, lorsqu'on fait un petit 5% toujours, on ne dépasse pas ces 5% là, mais on met, je ne sais pas, 3,5% de Bitcoin et 1,5% d'Ether, eh ben, on surperforme là encore une fois l'allocation initiale de Bitcoin. Donc, encore une fois, ça s'accompagne aussi d'autres travers, c'est-à-dire que ce sera un portefeuille qui sera plus volatile, avec une baisse maximale plus importante également. Mais en revanche, le rendement annualisé sur cette période-là, entre 2020 et 2025, est meilleur avec du Bitcoin et de l'Ether qu'avec simplement du Bitcoin. Ils sont décorrélés partiellement ou corrélés partiellement Bitcoin et Ethereum, quand l'un baisse, l'autre baisse, quand l'un monte, l'autre monte, ou on voit que c'est un peu plus compliqué que ça? Historiquement, c'était deux actifs qui étaient très corrélés. Cette corrélation a tendance à se perdre. Ethereum a parfois surperformé pendant une longue période le Bitcoin, mais c'est aussi le cas pour le Bitcoin qui a longtemps surperformé Ethereum. Donc cette corrélation-là entre les deux actifs a tendance à disparaître, à se dissiper. Il faut savoir que la plupart du secteur des cryptoactifs reste très corrélé à Bitcoin. Lorsque Bitcoin va mal, c'est rare que d'autres cryptoactifs que le reste du secteur se comporte très bien. Et il peut s'avérer à l'inverse que lorsque Bitcoin va bien, eh ben, le reste du secteur traîne un petit peu la patte. Donc voilà, Bitcoin reste un petit peu l'alpha, restera à notre sens et à nos yeux l'alpha du secteur, mais d'autres crypto-actifs peuvent apporter un petit peu de piment et un peu de rendement supplémentaire. Il y a une question super importante que j'ai oublié de te poser tout à l'heure, c'est justement lié au système d'Ethereum du Proof of Stake. Tu peux faire du staking. Est-ce que ça, c'est pas aussi un intérêt? Explique peut-être rapidement le concept, même si on en a déjà parlé. Est-ce que ça aussi, c'est pas un intérêt d'Ethereum finalement, d'être validateur, de séquestrer, donc d'avoir une partie de cet Ethereum qui est là disponible et puis d'avoir un petit rendement en échange? C'est vrai qu'aujourd'hui, parmi les gens qui sécurisent la blockchain Bitcoin, les mineurs, c'est très dur d'être un mineur Bitcoin aujourd'hui et un particulier ne peut plus le faire. En tout cas, en espérant du rendement. Aujourd'hui, toi comme moi, on peut participer à la sécurisation d'Ethereum en participant donc à ce protocole qui est la preuve d'enjeu. Et donc, on sera récompensé régulièrement de cette création, de ce travail fourni pour sécuriser la blockchain Ethereum. Donc, ça s'accompagne en effet d'un petit peu de rendement sous la forme de nouveaux jetons, de nouveaux tokens, de nouveaux Ethers qui sont reversés automatiquement. Une obligation aussi, New Look un petit peu, voilà, non? un petit peu qui sont reversés, un petit peu comme un livret A finalement, qui sont reversés sur votre compte. On peut aussi penser que ça s'accompagne d'une dilution. Donc voilà, il y a toujours aussi un petit revers de la médaille, mais quoi qu'il en soit, cela reste un rendement passif, un rendement passif, en tout cas une récompense pour ce travail-là. On se retrouve, question boule de cristal, on adore les questions boule de cristal. Dans 10 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce qu'il y en a un qui s'imposera? Ou est-ce que finalement, au vu de tout ce qu'on s'est dit, avec des fonctions assez diverses, les deux continueront à coexister? Je n'ai pas de boule de cristal non plus, mais notre conviction, c'est que Bitcoin est un actif, en tout cas avec une longévité qui est inestimable, avec une méthode de sécurisation qui en fait vraiment un actif singulier, avec une décentralisation qui en fait un actif, encore une fois, singulier, avec vraiment des caractéristiques qui sont presque uniques pour tout type d'actif. Ethereum se comporte différemment, néanmoins, il y a une base de développeurs chez Ethereum qui est unique aussi. C'est la blockchain, c'est le réseau sur lequel il y a plus de développeurs au monde qui travaillent. Ça vaut quelque chose, ça aussi. C'est la blockchain qui accueille le plus d'actifs qui nous viennent du monde réel. Vous savez, c'est tout simplement ces fameuses obligations, ces fameux fonds monétaires tokenisés, c'est Ethereum qui les accueille. Donc on ne voit pas Ethereum disparaître demain non plus. Il va y avoir de la compétition, on en a déjà parlé avec d'autres blockchains comme Solana, etc. Mais pour le moment, dans la catégorie des blockchains programmables, c'est Ethereum qui tient la corde. Bon, j'ai tout compris. Merci beaucoup pour ces explications, Jérémy. Plaisir, Laurent. Bon, vous voyez, c'était pas un match, mais on a quand même, je le disais, appris beaucoup de choses sur le fonctionnement d'Ethereum, sur Bitcoin et sur leur complémentarité et bien sûr la façon
d'investir sur ces 2 cryptos. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, si vous suivez cette émission sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne Boursorama. Merci beaucoup et à bientôt.